Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce 6e et dernier webinaire déjà des ERA Awards pour cette édition spéciale. Vous le savez, cette année, on n'a pas pu se retrouver physiquement, mais depuis 6 semaines, on se retrouve une fois par semaine pour échanger autour de tous les travaux primés. Alors la session d'aujourd'hui s'intitule, comme vous le savez, Alimentation et eau, clés pour des territoires soutenables. Et on va parler aujourd'hui de deux prix qui sont mis à l'honneur, celui qui concerne l'architecture soutenable et celui qui concerne les systèmes alimentaires soutenables. Il y a donc 4 travaux qui seront présentés ce matin. Alors, on va laisser chaque fois 3 minutes aux primés pour s'exprimer. Ensuite, je donnerai la parole au président des jurys concernés. Donc, c'est Han Verskur pour l'architecture et Thierry Nouzen pour les systèmes alimentaires. Enfin, s'il nous rejoint, sinon je vous ferai évidemment parvenir son avis. Je sais qu'on avait un petit peu de mal à le joindre ce matin. Ensuite, il y a un moment de questions-réponses qui est prévu, 10 minutes environ. Alors, on a choisi pour ces webinaires que tout le monde n'allume pas sa caméra, sinon on craint le couac technique. Et donc, les questions que vous aurez à poser aux primés, on vous demande de le faire via le chat et j'aurai le plaisir, évidemment, de relayer toutes vos questions pendant ces 10 minutes. Il y a également différents partenaires, ils sont nombreux ce matin qui vont intervenir. Il y aura le fonds Philippe Rottier pour les générations futures pour l'architecture, qui est représenté aujourd'hui par Flore Bélanger, qui est la petite fille de Philippe Rottier. Il y aura 3 partenaires pour les systèmes alimentaires, la banque Triodos représentée par Alexia De Jong, le magasin d'ici représenté par Franck Mesdag et Cosucra représenté par Leandro Galvan d'Alessandro. Je vous les présenterai un petit peu mieux tout à l'heure. Alors vous le voyez, ça fait du monde qui va prendre la parole et donc on demande évidemment au président des jurys et aux partenaires de ne pas trop s'étaler non plus. En principe, on est ensemble jusqu'à 11h15 environ. Je sais que tout le monde a des emplois du temps fort chargés, donc je crois que c'est bien si on parvient à s'y tenir. Alors, vous le remarquerez, il y a parfois un petit temps de latence entre le moment où vous allumez votre caméra et le moment où vous apparaissez effectivement. Donc, pour les présidents de jury, dès la fin des présentations, n'hésitez pas à réactiver votre micro et votre caméra. Comme ça, on évite les petits temps de flottement. Et puis pour les partenaires, le temps que je vous présente, normalement, vous devriez avoir l'occasion de nous rejoindre sans souci. Alors, si jamais vous rencontrez un petit couac technique, je sais que dans le chat, si vous regardez la conversation, il y a une petite main. Et si vous cliquez sur cette main, il y a une petite roulette qui apparaît. Si vous activez la roulette, ça signifie que vous avez un petit problème technique et voilà, quelqu'un de notre équipe viendra vous aider et résoudre le problème au plus vite avec vous. J'espère que tout est clair et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Toute l'équipe de la Fondation pour les générations futures est évidemment là pour vous aider à tout moment. Alors, on va commencer avec le ERA Award en architecture soutenable et c'est Chloé Dailly qui va avoir l'honneur d'ouvrir la session de ce matin. Chloé, tu es la lauréate de cette catégorie en architecture soutenable. Je rappelle le titre de ton mémoire de master en architecture défendu à la Lockheed Tournai, donc faculté d'architecture, ingénierie architecturale et urbanisme de l'UC Louvain. Ce mémoire est intitulé Hydrologie urbaine et architecture, une maison de l'eau à Comines. J'imagine que tu es avec nous, Chloé, donc n'hésite pas à déjà activer la caméra et ton micro. Tu as eu comme promoteur Henri Poulon, qui est docteur en archéologie et histoire de l'art et chargé de cours à Lockheed Tournai de l'UC Louvain. Je vois que tu es parmi nous. Je vais te laisser pendant 3 minutes environ et puis après, on se retrouve avec le président du jury. À tout de Ok, suite, Chloé. à tout de suite. Si je vous dis qu'aujourd'hui la métropole lilloise manque d'eau, vous aurez sans doute du mal à me croire en ignorant qu'un jour il est possible qu'en ouvrant le robinet, il n'y ait pas d'eau qui en sorte. En réalité, la situation est beaucoup plus critique que nous pouvons le penser. Donc en plus du développement urbanistique, avec des sols de plus en plus imperméables qui empêchent d'alimenter correctement nos nappes phréatiques en eau, il y a un gaspillage de l'eau potable qu'on utilise à outrance dû au manque de communication sur le problème, mais il y a aussi également un souci de pollution de nos nappes phréatiques dû au ruissellement des eaux de pluie jusqu'au sol perméable. Par faute d'engagement, à l'heure actuelle, le niveau des nappes phréatiques de la métropole est à 1,50 m en dessous du niveau habituel. Et cela ne risque pas de s'arranger si nous ne trouvons pas une solution. Donc, comment venir pallier à ce manque d'eau potable? L'idée du projet a été de dessiner
un cycle hydrologique alternatif dans lequel les eaux de pluie sont prises en compte. Cette ressource que nous laissons ruisseler aujourd'hui simplement jusqu'à nos lacs et nos rivières en captant la pollution des routes va dans ce projet être captée à la source au niveau des toits et des trottoirs avant qu'elle ne ruisselle pour être ensuite traitée de manière naturelle, potabilisée et stockée pour la redistribuer aux consommateurs. Dans ce projet, le rôle de l'architecte est de venir architecturaliser toute cette technique pour réussir à sensibiliser un public à la thématique de l'eau potable. L'architecte s'est vu également être le chef d'orchestre d'une équipe interdisciplinaire entre historiens, spécialistes de traitement en phytoépuration, spécialistes de structure et autres. L'architecte rassemble plusieurs informations dans le but de construire un futur durable. Vous avez ici le dessin d'un paysage façonné par le traitement des eaux. En effet, l'eau de pluie est récoltée, traitée, stockée et distribuée, et ces 4 actions requièrent la mise en place de procédés adaptés qui peuvent être vus comme support de nouveaux paysages et socles d'architecture. Donc les noues pour récolter les eaux de pluie et de ruissellement, les bassins de traitement naturels de type lagunage pour le traitement, l'osmose inverse pour la potabilisation ou encore le château d'eau pour le stockage et l'aqueduc pour la distribution sont des procédés qui jusqu'ici étaient maintenus isolés. Et en fait, cette alternative architecturale et urbanistique a pour originalité de les marier. Il est aussi indispensable de sensibiliser au gaspillage de nos ressources en eau douce, et c'est pour ça que ce projet s'inscrit dans un parc public récréatif, paysager, pédagogique et coopératif, avec par exemple des réseaux de promenade, des aires de jeu et de repos et une signalisation pédagogique. Et en plus de cette dimension technique et pédagogique, le projet s'inscrit sur une ancienne trace de voie de chemin de fer franco-belge franchissant la Lys, emblème identitaire et signal d'un territoire en transition. Nous avons pu voir du coup ici l'exemple de la raréfaction de l'eau potable dans la métropole lilloise, mais qu'en est-il à l'échelle mondiale, sachant que l'eau douce ne représente qu'environ 3 à 4% de l'eau de la planète. Il est temps d'agir et en tant qu'architecte, grâce à ce projet, je me sens beaucoup plus acteur de la protection de notre environnement. Voilà. Oh, merci. Voilà, je vous le disais, hein, ça prend un petit temps de revenir. Je ne savais pas à quel moment tu t'arrêterais, évidemment. Merci beaucoup, Chloé. Je vais demander à présent à Anne Verschuren, qui est le président du jury Sustainable Architecture, de nous rejoindre. Anne Verschuren, vous êtes professeure émérite du département architecture, urbanisme et aménagement du territoire de la KU Leuven. Alors, qu'est-ce que le jury a particulièrement apprécié dans le travail de Chloé? Merci et bienvenue à tous et à toutes. Je ne vais pas répéter exactement le textuel, ce que vous avez pu lire ou pouvez encore lire le rapport de jury parce que vous l'avez en ligne peut-être consulté, mais je vais simplement 3 qualités très essentielles dans ce travail. D'abord, faire face à un défi majeur, la pénurie en eau potable qui de plus en plus se manifeste. On a des exemples très récents. Mais alors, elle a abordé des solutions techniques du cycle entier de l'eau, c'est-à-dire captage, traitement, épuration, approvisionnement en eau potable et réserve. Réserve par le château d'eau. Elle a réinstallé un bâtiment d'ancienne tradition qui en fait a marqué nos ancêtres déjà avec leur préoccupation pour conserver de l'eau potable. Et alors également un élément pédagogique éducatif que je trouve extrêmement important également, c'est qu'on peut voir tout ce cycle à travers son projet et la préoccupation pour le futur qui indique très très bien que nous devrons quand même être beaucoup plus courageux pour épargner, pour voir ce cycle visualisé et pour protéger notre préoccupation pour toute l'eau potable qui se pose un grand problème dans le futur. Merci.
Merci beaucoup à vous. Alors, on va commencer le question-réponse. Anne Verschuren, on vous retrouvera évidemment un petit peu plus tard. On nous demande, première question pour toi, Chloé, peux-tu expliquer en quoi ce parc récréatif est pédagogique? Alors en fait, au niveau du travail paysager, au niveau du parcours, il y a tout un système qui vient expliquer l'utilité de chaque bassin de traitement parce que il y a plusieurs bassins avec des bassins de filtre sur sable, des bassins de décantation ou encore des bassins de lagunage. Et en fait, chaque bassin a sa propre utilité et du coup, un système va pouvoir expliquer tout le procédé de traitement. Mais il y a aussi ce côté pédagogique au niveau de l'architecture où le dessin des espaces et de la circulation de l'eau à travers le bâtiment a été fait pour que chaque personne puisse comprendre son chemin, puisse l'appréhender et également voir le traitement. En fait, la potabilisation se fait dans le bâtiment et on peut vraiment voir tout le circuit de l'eau à travers la circulation piétonne dans le bâtiment. Et qu'est-ce qui t'a mise, toi, à la base, sur la piste de ce mémoire-là? Qu'est-ce qui t'a donné envie de traiter de ce sujet? Alors, en fait, dans un premier temps, je suis partie sur l'idée des châteaux d'eau parce que j'ai beaucoup été intéressée par l'histoire de ces bâtiments. Et en fait, en cherchant un peu plus, je me suis rendu compte qu'à certains moments, c'était compliqué de remplir la cuve des châteaux d'eau par manque du coup de ressources en eau. Et du coup, avec toutes ces histoires que j'ai pu voir en France notamment, je me suis dit, mais en fait, je me rendais pas compte à quel point on manquait d'eau potable. Et du coup, je suis partie sur ce sujet parce que ça m'a marqué le fait que on n'était pas assez au courant du problème de la ressource. On en est où actuellement au niveau justement de cette potabilisation de l'eau de pluie? Alors actuellement, on potabilise, on va chercher en fait les eaux de surface, donc au niveau de la Lys, notamment à Lille. Sauf que j'ai pu du coup, en parlant avec mon expert Christophe Drozd, on a pu vraiment se rendre compte que à un moment donné, on va aussi épuiser cette seconde ressource, parce que là, on est en train d'épuiser nos nappes phréatiques, et à un moment donné, on va aussi également épuiser toutes nos ressources de surface assez vite, vu qu'on l'utilise abondamment. Et du coup, la solution à ce problème, ce serait les eaux de pluie qui nous restent à potabiliser. Sauf que le problème, c'est que les normes actuelles ne nous permettent pas de potabiliser les eaux de pluie. C'est un peu le souci actuel par rapport à ce projet, le frein. Sauf qu'en fait, l'idée aussi de ce projet, c'est de montrer qu'il est possible et aussi qu'on va être un peu à un moment donné obligé de passer par des ressources telles que les eaux de pluie. Est-ce qu'il y a une mise en pratique de ton travail qui est envisagée à plus ou moins long terme? Évidemment, ce serait bien d'envisager cette pratique sur du long terme, mais je ne sais pas si ça va être possible. Voilà, en tout cas, c'est l'espoir. Oui, voilà, en tout cas. Merci beaucoup, Chloé. On va à présent donner la parole aux partenaires de ce prix en architecture soutenable. Je vais demander à Flore Bélanger de bien vouloir nous rejoindre. Vous êtes la petite fille de Philippe Rottier qui a créé le fonds Philippe Rottier au sein de la Fondation pour les générations futures en 2014. Ce fonds garantit l'existence du ERA Award en architecture soutenable pendant 15 ans et vise aussi à soutenir et à pérenniser les ERA Awards dans leur ensemble. Vous êtes avec nous, Flore. Alors, pourquoi un prix en architecture? Je pense que, tout d'abord, merci de nous recevoir aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment logique dans la philosophie, la manière de concevoir l'architecture de mon grand-père, d'avoir contribué massivement à la création de ce prix.
D'une part parce que depuis toujours, il vise à développer l'architecture vernaculaire, et d'autre part parce qu'il y a vraiment, à l'heure actuelle, on le sait, des enjeux très, très importants en termes de soutenabilité de nos modes de vie, et donc que participer et encourager la création de projets qui permettent d'habiter la Terre avec la Terre et sans l'abîmer, c'est vraiment un enjeu qui lui tenait à cœur, et soutenir les générations futures également. Voilà. Merci, merci beaucoup Flore, merci Chloé et bravo. Anne Verschuren, on vous retrouvera évidemment dans quelques minutes, ce sera après la présentation de Pauline Coupé. Donc Pauline, n'hésite pas à nous rejoindre. Je pense que Chloé et Anne Verschuren, vous pouvez pour l'instant éteindre votre caméra. Bah, Pauline, merci. Merci Chloé, bonne continuation. Et Anne Verschuren, si vous vous déconnectez quelques minutes, on se retrouve juste après la présentation de Pauline. Voilà, comme ça on la verra mieux. Alors Pauline, tu as présenté un mémoire de master en architecture, toi aussi défendu à la Loki Tournai, faculté d'architecture, ingénierie architecturale et urbanisme de l'UC20. Et ton mémoire s'intitule Métamorphose du centre, anticiper les submersions marines des bâchants en baie de Somme par un chapelet de stratégies résilientes et résistantes. Et tu as eu comme promoteur Lidéric Vauvy, qui est co-créateur du bureau d'architecture Tank à Lille et chef de travaux à Loki Tournai de l'UC Louvain. Voilà, moi je vais m'effacer pendant 3 minutes. Pauline, c'est à toi, on t'écoute. Ça marche. Merci Caroline. J'essaie d'être assez vraie. Je pense qu'on est nombreux à connaître la baie de Somme au nord de la France pour ses paysages et son grand calme. Ce qu'on sait moins, c'est que les inondations sont de plus en plus violentes et fréquentes depuis les années 70, qu'on a perdu environ 100 mètres de falaise et une ligne d'habitation au sud en moins d'un siècle, et que les protections qui sont mises en place doivent être relevées tous les 10 ans, et ça a un coût assez pharaonique. L'idée, c'était de développer une stratégie soutenable et durable pour pallier l'érosion, les submersions et l'ensablement de cette baie. Je me suis appuyée sur un principe fort qui est peu répandu pour l'instant, mais en bonne voie de développement aujourd'hui, et qui est la dépoldérisation. Donc l'inverse de poldériser, que j'ai connu grâce à l'analyse de plusieurs cas d'études en Grande-Bretagne notamment et dans le sud de la France. En fait, on ouvre une brèche dans le cordon littoral au sud ici, dans le cas de la baie de Somme. La mer envahit les terres et crée un marécage à l'intérieur du territoire. Et cette action, elle permet de diminuer l'énergie de la houle et donc de protéger la ville qui est en amont, donc de la protéger de l'érosion et des submersions, sans pour autant rehausser les digues et les épis en béton. Mon étude a ensuite reposé sur la limite que l'on va accorder à cette inondation. Ici, elle a pu être contenue entre 2 grands canaux déjà existants qui récupèrent aujourd'hui les eaux de ruissellement et les eaux épurées pour les rejeter à la mer. J'ai dû dessiner un nouveau bord pour ces canaux qui deviennent maintenant en quelque sorte de grands bassins d'orage en cas d'inondation. Des bords qui mêlent à la fois résistance et résilience. J'ai aussi travaillé sur qu'est-ce que l'on va faire de ce grand marécage, quelles activités on va pouvoir développer dans ce centre qui est peu exploité et non touristique aujourd'hui, quelles options on va proposer aux personnes qui habitent ces zones. J'aborde notamment les questions de relocalisation ou de transformation d'habitat. Je n'ai pas la possibilité de tout développer aujourd'hui, mais en tout cas, cette proposition, elle aurait un impact fort sur les populations qui sont plutôt habituées à une résistance ferme face à la mer et qui ne veulent pas céder ces terres qu'elles ont conquises sur l'eau, puisque c'est vraiment des polders. On propose ici de changer complètement leur vision, et c'est là que l'architecture, au sens un peu plus strict, je veux dire, intervient, puisque c'est l'outil qui va permettre d'éduquer ces populations à une culture plus en lien avec l'eau. J'ai notamment dessiné une longue promenade le long de ces 2 nouveaux bords avec des passerelles, des abris, des belvédères, des landmarks un peu plus haut pour avoir des longues vues, des terrasses. Tout ça, ça joue avec les marées, avec les sens des visiteurs, et ça permet d'apprendre à connaître ce nouveau territoire qui est extrêmement riche en termes de paysages et de biodiversité, beaucoup plus attrayant finalement que le front de mer qui est très bétonné et très dur d'un point de vue urbain. Je pense que en fait, mon travail, c'est un grand master plan qui est non exhaustif pour le moment et qu'il faudrait mettre en place là-bas. Le dessin doit être poursuivi. Il y a encore 1000 problématiques à aborder, notamment la question d'un habitat résilient que j'aurais adoré développer, mais j'ai malheureusement dû me canaliser et me concentrer sur une toute petite partie de ce projet pour qu'elle soit assez complète pour être comprise. En fait, je voulais surtout trouver l'impulsion d'une stratégie qui pourrait être mise en place sur d'autres littoraux, puisque c'est une question plus qu'actuelle et préoccupante pour moi. Voilà. Merci
Voilà, merci, merci beaucoup Pauline. Avant de passer aux questions-réponses, donc si vous avez des questions pour Pauline, n'hésitez pas à déjà les inscrire dans le chat, on y revient dans 2 petites minutes. Mais je vais me tourner à présent vers Anne Versure et vous êtes déjà là, c'est formidable. Donc président du jury en architecture soutenable. Alors qu'avez-vous souhaité mettre particulièrement en avant à travers le travail de Pauline? Bon, en premier lieu, les deux travaux sont complémentaires, soit que l'échelle est complètement différente et aussi l'approche est différente, mais c'est un autre défi majeur en ce qui concerne l'eau et surtout l'eau à grande échelle, la mer, l'océan. De plus en plus, nous devrons faire face au fait que dû au changement climatique, mais aussi dû au fait qu'on a toujours pensé que par l'ingéniosité des ingénieurs, on pouvait maîtriser la mer. Ben, on maîtrise pas la mer, on s'harmonise. On tâche de donner la place à la mer, même si on croyait pouvoir maîtriser. Alors, Pauline a très bien compris ça et elle a modifié le territoire pour que la mer puisse de nouveau, comme dans l'histoire, reprendre un petit bout de son territoire. Et je crois que c'est ce genre de solution dans le développement durable qu'il faut de nouveau aborder. D'ailleurs, il y aura beaucoup d'exemples, enfin il y en a sur la côte française, mais il y en a ici sur la côte aussi. Moi, je suis tout près actuellement à Newport, Newport l'estuaire de l'Isère, ben, on aura exactement le même problème. Il faudra aborder ce problème et elle a fait ça d'une manière très courageuse et évolutive. On ne peut pas réaliser ce genre de projet en quelques années, ce sera plusieurs années. Le premier travaux de Chloé, ça pourrait se réaliser en quelques années, mais ici, on parle quand même de 5 ans, 10 ans. Voilà, je crois que c'est un travaux, comme les deux travaux, font face à un défi extrêmement majeur. Alors, je voudrais quand même terminer par remercier tous les membres de notre jury. Il y a depuis plusieurs années qu'on travaille ensemble et je voudrais en dernier lieu remercier quand même par Flore surtout le fonds de son grand-père qui nous a aidés dès le début pour ce prix architecture qui est le premier prix ERA. C'est grâce à ce fonds-là qu'on a pu continuer et que j'espère qu'on pourra continuer dans le futur. Flore, très content de vous revoir et passer à toute la famille mes grands remerciements aussi au nom du jury. Merci. Merci à vous, Anne Versure. Alors, on va passer aux questions-réponses avec toi, évidemment, Pauline. On nous dit merci pour cette belle leçon de vie avec les marées. Est-ce que tu peux donner des exemples de stratégies résilientes face à la montée des eaux? Ben, la transformation d'habitat, j'ai lu pas mal de bouquins là-dessus, très intéressants. Il y a les références dans mon mémoire, en tout cas, si vous voulez les retrouver. Ensuite, la création de bassins d'orage, de parcs, comme a pu le faire Chloé aussi dans son mémoire. La dépoldarisation, c'est l'exemple qui m'a le plus convaincu que la résilience était une bonne solution. Il ne faut pas oublier que la résilience doit s'accompagner de résistance. En fait, le but, c'est pas de faire un projet qui est uniquement résilient. Il faut trouver vraiment une balance entre les deux pour que ça puisse fonctionner. Je pense à un exemple sur mon site. Donc, un exemple réel qui existe déjà, c'est une ferme qui s'est entourée d'une digue de protection. Donc, elle s'est construite un remblai de terre tout autour de sa parcelle et elle continue à vivre et elle accueille l'eau malgré tout autour d'elle parce qu'elle cultive des cultures qui ont besoin d'eau salée à proximité de chez elle, mais pour autant, elle arrive à vivre sur son terrain malgré les aléas de la mer. C'est vraiment une balance qu'il faut trouver, un équilibre plutôt que des stratégies résilientes. Ouais, et quand on le voyait dans les dessins qui étaient projetés pendant ton explication, en fait, dans ton projet, grâce à la création de ces marécages, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout d'érosion du bord de mer?
Je dirais pas plus du tout, enfin j'en suis pas sûre, j'ai pas d'études là-dessus, mais en tout cas ça réduit considérablement l'érosion. On voit ça au Grau-du-Roi aussi, il me semble, dans le sud de la France, où pareil, ils utilisent le même principe pour diminuer l'énergie de la houle et donc diminuer l'érosion sur la côte. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de reprendre ce principe et de l'adapter à la baie de Somme. Mais c'est plus urgent de trouver une solution avec ces 100 mètres de côte qui ont disparu dans les dernières décennies. Oui, oui, c'est effrayant. C'est vrai qu'on voit des maisons au bord de la falaise prêtes à tomber. Est-ce que tu as eu l'occasion de sonder justement les réactions des habitants par rapport à ta proposition, sachant qu'il y en a certains qui devront être délogés, comme tu le disais? C'est peut-être l'obstacle que j'ai eu, enfin, le plus grand obstacle que j'ai eu dans mes recherches quand je suis allée là-bas et que j'ai rencontré certains habitants qui sont pas forcément en accord avec ce type de projet. Pour eux, c'est ancré dans leur culture qu'il faut combattre la mer et se mettre face à elle et même avancer vers elle. Ça va être vraiment. Enfin, il y a encore beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là. C'est vrai que tout le monde n'est pas, n'est pas d'accord avec ça. Ouais. Est-ce que tu continues à travailler sur ce projet actuellement? Est-ce que tu as l'occasion de donner une suite à ce mémoire? Non, j'aimerais beaucoup reprendre un doctorat peut-être et continuer à travailler là-dessus puisqu'il y a plein de choses que j'ai pas eu le temps de faire. Ça m'intéresserait vraiment de le faire. J'ai pas eu l'occasion en tout cas d'y travailler cette année, mais ou pourquoi pas intégrer des agences qui travaillent sur ce type de projet, ça me plairait vraiment. Ouais, j'imagine bien. L'appel est lancé. Alors, où, trouve-t-on des infos sur la ferme, dont tu parlais à l'instant? C'est la ferme de la Caroline. Si on tape ça sur Google, je pense qu'on trouve tout de suite. C'est au niveau de la pointe du Hourdel, donc c'est sur la petite pointe qu'on voit sur ma carte. Donc elle est à peu près dans ce secteur-là, à côté de Cailleux-sur-Mer, Saint-Valery. Je pense qu'on peut la trouver assez facilement. Et alors tu disais qu'ils avaient besoin d'eau de mer dans les cultures? Ça veut dire qu'ils travaillent, quel genre de culture est-ce qu'ils font? Bah, c'est plutôt de l'élevage, on va dire plutôt de la culture. On parle de moutons présalés là-bas. Donc en fait, les moutons broutent l'herbe qui est en contact avec l'eau de mer et qui donne un goût particulier apparemment aux moutons là-bas. Ouais. Alors, il y a peut-être encore l'une ou l'autre question, qui vont arriver. Si tu avais un petit mot à donner sur ton expérience des ERA Awards, voilà, une impression à partager avec ceux qui aimeraient se lancer aussi dans l'aventure? C'était chouette de découvrir déjà la soutenabilité dans des secteurs qui sont très variés. En fait, on voit que toutes les idées sont là, elles existent et il y a juste à les mettre en place. Donc, finalement, ça m'a donné plein d'idées, même si on travaille dans des secteurs différents. C'est possible d'alimenter sa propre recherche avec les recherches des autres. Et je trouve que les 9 ERA se relient parfaitement et se combinent les uns avec les autres parfaitement. Merci, merci beaucoup Pauline. Anne Verschuren voulait voilà, intervenir. Oui, juste une petite remarque. C'est, ça semble un peu une coïncidence, peut-être à hasard, mais ce n'est pas. C'est que les deux thèses primées, donc lauréate et nominée, sur le thème de l'eau, c'est pas parce que le jury a commencé à choisir ce thème, non, c'est parce que ce thème s'est avéré petit à petit dans l'évaluation des 16 travaux qu'on a fait. Petit à petit, ce thème est ressorti comme étant développé dans les travaux comme vraiment les meilleurs travaux. Donc, ça s'est manifesté, mais c'est une manifestation très importante parce que ça démontre comment ce thème est devenu important, aussi bien au niveau d'un grand paysage, maîtrise de l'eau, de la mer, etc., que à un niveau plus localisé, pénurie de l'eau. Ceci dit, ça ne veut pas dire que dans le futur, que des grands thèmes pareils, on doit se limiter. Non, on est également intéressé à des thèmes qui s'adressent à la construction et la technicité de la construction durable. Donc tous les thèmes sont toujours ouverts. On a eu dans le passé des lauréates et des nominés dans plusieurs domaines qui étaient soit très techniques, soit plus larges. Mais c'était une coïncidence très heureuse par hasard, mais peut-être aussi parce que l'actualité nous montre comment c'est devenu important. Voilà, merci.
Merci à vous pour ce petit mot de conclusion sur l'architecture. Merci Pauline et bravo à toi. On va s'intéresser, merci, on va s'intéresser au second award qui nous réunit ce matin, qui concerne évidemment les systèmes alimentaires soutenables. Avant d'écouter Clarisse Corren, qui est la lauréate de ce prix, je vais donner la parole au premier des 3 partenaires de cet award, qui est la banque Triodos. Et c'est Alexia De Jong, qui est Relationship Manager à la banque Triodos, qui est avec nous ce matin. Alexia, n'hésitez pas à nous rejoindre. On peut préciser que depuis plus de 25 ans, Triodos finance en toute transparence des projets qui réalisent des changements positifs, que ce soit dans les énergies renouvelables, les soins de santé, le social ou la culture, avec pour objectif de contribuer à un monde durable qui favorise les hommes et la planète. Alexia De Jong, alors pourquoi un prix dans le domaine des systèmes alimentaires? Mais oui, tout d'abord, bonjour à tous et merci de nous accueillir. Écoutez, je pense que simplement les événements récents l'ont encore montré, le système agricole actuel n'est pas durable et a atteint ses limites. Il est urgent de réfléchir à la relation entre la nature, les systèmes alimentaires et l'économie, de sorte que l'agriculture travaille avec la nature plutôt que contre elle. Je pense qu'il est tout aussi urgent de travailler à un système alimentaire sain et résilient qui promeut des régimes alimentaires sains et qui assure une rémunération équitable aux agriculteurs. Donc, ça signifie qu'on doit tout à fait repenser la façon dont nous produisons et nous transformons les aliments, mais aussi la manière dont nous commercialisons, stockons, transportons, vendons et consommons ces aliments. Et c'est dans cet esprit-là que la banque Triodos soutient le ERA Award Sustainable Food Systems parce qu'il encourage et qui procure de la visibilité à des travaux de master qui entreprennent ces réflexions et qui vont dans ce sens-là, qui est vraiment la direction dans laquelle Triodos veut aller également. Voilà. Merci et merci beaucoup à Alexia d'avoir été avec nous ce matin. Alors on va entamer la présentation de cet ERA Award en Sustainable Food System avec Clarisse Corren. Alors Clarisse, tu as présenté un mémoire de master en architecture à la faculté d'architecture La Cambre-Horta de l'ULB et il s'intitule « Des tomates en décembre, de l'idée d'une métropole locavore aux réalités des enjeux d'alimentation de la ville ou comment la logistique revêt un rôle clé pour l'approvisionnement alimentaire de demain ». Bonjour Clarisse. Très très long titre en tout cas, tu vas nous en dire plus. Ton promoteur, c'est Geoffrey Grulois, qui est professeur à la faculté La Cambre-Horta de l'ULB. Clarisse, je m'efface pendant 3 minutes et on se retrouve juste après. Ok. Ouais, donc un très long titre et j'essaierai d'être un peu plus brève. Donc si c'est intéressant de se poser la question de comment nourrir la ville, c'est avant tout parce que c'est une question qui est d'ordre sociétal. Donc pour contextualiser, en 2006, la population mondiale est devenue majoritairement urbaine et on pense que c'est 80% de celle-ci qui habitera en ville d'ici 2050. Donc c'est dans cette mesure que l'approvisionnement en nourriture peut être considéré comme un des plus grands défis à relever pour les villes. Donc aborder la question de l'alimentation en tant qu'architecte et en tant qu'urbaniste, ça va permettre une approche qui est multidisciplinaire et transversale de la question de l'aménagement du territoire. Donc se demander comment alimenter la ville, c'est se poser la question du modèle d'approvisionnement, comment on procède. C'est se poser la question de l'économie qui est sous-jacente, quelle est sa trajectoire, quelle richesse ça génère. Et c'est aussi se poser la question de la gouvernance, qui décide de ce qu'on va manger. Et surtout, c'est considérer la place du citoyen, du consommateur et de l'intérêt général. C'est répondre à la question « qu'est-ce qu'on veut ?» Donc la grande idée de ce travail, c'est de réfléchir à comment approvisionner la ville en nourriture de manière plus durable. Pour cela, il va d'abord falloir comprendre le modèle moderne. Comment on en est arrivé aujourd'hui à un système globalisé qui est axé sur la recherche de profit, qui est complètement dépendant aux imports et surtout, qu'avons-nous perdu à travers ces mutations. Je parle ici d'une part de l'impact sur nos modes de vie, mais surtout de l'impact sur nos territoires et sur notre rapport à la ville. Donc étudier ces questions va permettre ensuite de comprendre pourquoi aujourd'hui les revendications citoyennes et politiques réfutent ce système alimentaire qui est contrôlé exclusivement par des acteurs privés et qui engendre des choix qu'on n'aurait jamais imaginés il y a quelques dizaines d'années. Donc aujourd'hui, on est sur un système qui est en mutation et c'est plus les acteurs qui l'ont initié qui cherchent à le transformer, ce sont les consommateurs et les producteurs. On peut parler de revendications bottom-up. Le système, lui, va devoir s'adapter. Alors, on commence à identifier les ressources qui sont présentes sur nos territoires et qui pourraient servir de levier de changement. Donc, la première ambition de ma recherche, c'était d'évaluer si la relocalisation des systèmes alimentaires, dont on parle beaucoup, qui est un peu
la grande idée à la mode, représente une alternative durable et surtout une alternative suffisante. Donc, ce que je propose, c'est de déceler les paradoxes et les limites de cette ambition, de comprendre les véritables enjeux qui se cachent derrière ces préoccupations. Donc, c'est-à-dire se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que c'est que l'idée d'une métropole locavore? Donc, locavore qui mange local. Qu'est-ce que ça peut apporter concrètement au territoire métropolitain? Il ne s'agit certainement pas d'une quelconque autosuffisance alimentaire urbaine pour des villes comme Bruxelles, comme Paris, comme Londres. Mais dans ce cas-là, qu'en est-il des enjeux sanitaires, sociaux, culturels, même identitaires qui sont liés à nos modes de consommer? Donc, ce qu'on va faire pour produire des réponses, c'est mettre en tension l'aspect socio-économique, l'aspect urbanistique et l'aspect environnemental qu'entretient la nourriture avec la ville. Et alors maintenant, en tant que concepteur, en tant qu'architecte ou urbaniste, on veut des réponses pratiques. Donc, c'est désormais tout l'intérêt d'aborder la question de la logistique, parce que c'est une ressource concrète, parce que c'est un levier pour l'alimentation durable et parce qu'il y a des choses qui existent déjà. Donc, c'est à travers une approche de recherche par projet qu'on peut commencer à scanner tous les modes d'approvisionnement qui existent et voir ce que chacun génère sur le territoire en termes d'impact et d'organisation. Bref, ce qu'on va faire, c'est étudier le métabolisme de la ville pour faire du projet urbain. Donc, dans mon mémoire, ce que je vais faire, c'est explorer les possibles en termes de transport routier, de transport ferroviaire, maritime, fluvial. Et c'est à travers des études de cas comparatives que je vais envisager les opportunités à Bruxelles en termes d'approvisionnement. Pour vous donner un exemple, dans quelle mesure un cargo-tram, comme on a pu en trouver en Suisse ou en Allemagne, pourrait approvisionner la ville de Bruxelles? Comment un système de convoi fluvial sur les derniers kilomètres d'acheminement pour la nourriture, les derniers kilomètres qui sont les plus importants, pourrait approvisionner le centre-ville de Bruxelles, par exemple, depuis les centres de distribution périphériques, comme l'a fait, par exemple, la filiale Franprix à Paris. Donc, l'idée, c'est vraiment de questionner ce levier logistique urbaine dans une démarche de recherche par le projet pour essayer d'esquisser des solutions pilotes ou alors des solutions concrètes et vraiment territorialisées. Et moi, je suis persuadée que c'est cette méthode de recherche. C'est avec cette méthode de recherche qu'on peut questionner pertinemment donc, l'aménagement du territoire et aller à terme vers des villes plus durables et plus désirables. Voilà. Merci, voilà, je suis de retour. Merci beaucoup, Clarisse. C'est complexe, hein, on va y revenir dans quelques instants. Alors, on devait avoir avec nous Thierry Nouzen, qui est le président du jury en Sustainable Food Systems, mais visiblement, on a eu des soucis pour le joindre ce matin. Néanmoins, je vais transmettre ici l'avis du jury qui a particulièrement apprécié le fait que tu réussisses à dépasser les visions en silo. Tu abordes la question de la logistique et de la distribution alimentaire de manière extrêmement systémique. Tu touches aux questions du rapport social avec l'agriculteur, le développement urbain et les questions de gouvernance de la ville en matière alimentaire. Et tu n'opposes pas les différentes pistes de solutions, mais tu es parvenu à trouver une synthèse. Bon, voilà, on aurait bien aimé avoir Thierry Nouzen parmi nous, mais ce n'est pas le cas. Alors, vous pouvez le voir dans le chat, vous pouvez aussi retrouver le mémoire de Clarisse si vous le souhaitez. On vous a indiqué le lien. Alors, une première question, Clarisse, est-ce que la question des modes de production et de leur viabilité fait partie du scope de votre étude? Tout à fait. En fait, l'idée de l'étude, c'est de voir le système. En fait, je m'intéresse à toutes les phases: production, transformation, distribution. Donc, c'est de vraiment comprendre le système productif dans lequel on est, qui est un système globalisé, et essayer un peu de comparer avec ce qu'on propose en termes d'agriculture urbaine et de voir ce que ça a vraiment à apporter. Parce que quand on parle d'agriculture urbaine, à Bruxelles, je pense que même si, par exemple, le Good Food Project, qui est une stratégie, vise à produire 30% des légumes à Bruxelles. Aujourd'hui, des légumes qui seraient consommés à Bruxelles. Aujourd'hui, on est plus de l'ordre de 2 ou 5%, je pense. Donc, c'est plus cette idée d'étudier un peu tous les modes de production dans lesquels on est aujourd'hui, les modes de production vers lesquels on veut tendre, et voir un peu ce qui est vraiment possible et ce que ça représente vraiment. Voilà, je pense que je réponds un peu à la question. Alors, est-ce qu'il existe des exemples ici ou ailleurs d'utilisation des trams urbains pour le transport des marchandises? Existe-t-il un début de réflexion à ce sujet à Bruxelles avec une articulation fluviale? Tout à fait. Alors, en termes d'utilisation des tramways urbains, il y a des exemples qui sont à Zurich en Suisse et à Dresden en Allemagne. Donc, c'est des cas d'application qui ont fonctionné, qui ne fonctionnent plus aujourd'hui et qui n'étaient pas appliqués à
à l'alimentation. Donc c'était davantage des produits aussi qui pouvaient être vendus en supermarché, mais qui n'étaient pas périssables. Donc c'est ça c'était un des problèmes que je rencontrais par rapport à la question du cargo-tram à Bruxelles en cas d'application. Et pour ce qui est une articulation fluviale, à Bruxelles, il y a évidemment toute la question du plan canal, qui est vraiment la grande, comment dire, les grands projets auxquels on est en train de réfléchir en ce moment. Une articulation fluviale est envisageable en termes de structure, parce que tout ce qu'il faut à Bruxelles, mais ça pose d'autres questions, parce que c'est surtout en général ce qu'on va transporter sur le canal, par exemple, ça va être des choses en vrac, des matériaux de construction, et il faudrait certainement lutter contre ça, mais déjà les entreprises, par exemple l'usine Ceres, l'usine Ceres ou encore les usines automobiles continuent de choisir la voie routière. Donc il faut je suis persuadée, parce que c'est un moyen qui est beaucoup moins polluant, il faut se réapproprier la voie fluviale. C'est en cours, il y a des choses à faire à différentes échelles, et voilà. En tout cas, à Paris, j'ai un bon exemple que vous pouvez voir dans mon mémoire, qui a été fait par la filiale Franprix, qui est très intéressant. Alors, pour toi, jusqu'où est-ce qu'on est dans le local? Parce que tu le dis, hein, à Bruxelles, on pourrait maximum produire 30% des légumes qu'on consomme. Alors, ouais. Et après, ben voilà, s'approvisionner le plus localement possible. Mais jusqu'où va cette limite du local, justement? Cette idée du local, par exemple, là, dans la stratégie Good Food Project, c'est sur un rayon de 10 km autour de Bruxelles. En fait, c'est un peu cette idée de se réapproprier la ceinture vivrière, quoi, comme on avait à l'époque, comme essayer de le faire Liège avec un projet, je ne sais plus exactement le nom. La ceinture alimentaire, je crois. C'est ça. Ouais, oui, c'est ça, alimentaire. C'est quelque chose comme ça à Liège. Ouais. Et voilà, c'est cette idée de se dire dans quelle mesure on sait bien qu'on ne va pas être capable d'alimenter des populations aussi grandes que celles de nos métropoles, mais dans quelle mesure on peut, une certaine partie, commencer à au moins avoir la démarche, en fait, de faire un maximum pour consommer local, parce on n'a plus besoin de répéter l'impact considérable sur l'environnement que génèrent les flux de marchandises. Et jusqu'à quel pourcentage de notre alimentation, tu penses qu'on pourrait produire plus ou moins localement? C'est très compliqué comme question. Sachant qu'on consomme des produits qui viennent de loin, et on ne s'arrêtera peut-être pas pour autant de les consommer totalement. C'est ça, et c'est surtout, il faut pas. C'est pour ça que je parle beaucoup de paradoxe, c'est qu'en fait, parfois, même souvent, c'est pour ça que je parle de logistique, trouver un bon moyen d'approvisionner la ville. Pourquoi pas, par exemple, le marché de Rungis, donc l'équivalent de Mabru, mais à Paris. La plupart des légumes viennent d'Espagne, ils arrivent en train, ils partent de Perpignan. Alors, quand bien même ils viennent tous d'Espagne, ils viennent de loin, est-ce que produire quelques tomates dans une serre à côté de Bruxelles, en produisant énormément, en faisant très peu, en les amenant dans un petit camion jusque Bruxelles, est-ce que c'est pas finalement plus impactant que d'en faire venir des grandes quantités par un moyen de transport qui est le train, et qui est beaucoup plus responsable, on va dire, en termes d'empreinte carbone. Donc c'est plus ça, en fait, c'est déceler les paradoxes de qu'est-ce qui compte vraiment. Est-ce que c'est si important de manger local? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt réfléchir à des bonnes solutions logistiques? Parce que, on va continuer à manger diversifié, parce que c'est des populations cosmopolites, et on ne va pas uniquement manger des navets à Bruxelles. Exactement. On sent que c'est une réflexion globale qui s'impose, évidemment. Est-ce que les zones piétonnes favorisent plus encore le locavore via le transport vélo, on me dit ici? Oui, alors comment dire, ça dépend de ce qu'on entend par locavore. Locavore, c'est vraiment l'expression de manger local, donc c'est dans le périmètre le plus proche de soi possible, on va dire. Par exemple, le transport à vélo, ça me fait penser justement à cet exemple de la logistique bateau-route de Franprix à Paris. En fait, c'était cette idée d'approvisionner sur les derniers kilomètres par la Seine, et ensuite continuer cette chaîne d'approvisionnement par des vélos cargo, en fait, qui redistribuent les commerces autour. Alors ça, c'est plus compliqué à Bruxelles, parce qu'on n'est pas du tout sur la même densité. En fait, tous ces systèmes sont un peu adaptés à chaque contexte, en fait. Je pense pas qu'il existe une situation, un modèle d'approvisionnement parfait. Ça dépend de chaque ville, ça dépend des politiques publiques mises en place. Et voilà, donc oui, il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place. Transport à vélo, il y a plein de choses, les tramways, les convois fluviaux, et c'est des choses à encourager, mais qui sont, je pense, aussi beaucoup de l'ordre de la sensibilisation aussi.
Et est-ce que tu continues à travailler, sur ces systèmes alimentaires dans la continuité de ton mémoire actuellement? Alors j'ai eu l'occasion, à l'école, d'architecture de Paris-Belleville d'entamer un DSA en projet urbain où du coup j'ai essayé de mettre en application, on va dire, cette réflexion théorique et ces petites études de cas à des cas plus concrets dans Seine-et-Marne ou des choses comme ça. Et c'est très compliqué à faire. Cette idée d'essayer de retrouver des zones tendues, on va dire, où prochainement il y aura une construction de centre commercial et se dire, bon, allez, est-ce que l'agriculture urbaine ou périurbaine serait pas plutôt une meilleure solution? Et voilà, faut essayer de travailler sur l'économie, il faut essayer de travailler sur le transport. Donc j'ai eu l'occasion de travailler pendant plusieurs mois là-dessus. Et ensuite, dans le cadre de mon projet professionnel, j'ai travaillé sur d'autres missions. Donc voilà. Ça reste Mais en tout cas, ton c'est quelque chose sujet. qui continue de me passionner. Ouais, formidable. Écoute, merci beaucoup, Clarisse. Alors, je vois qu'il y a encore deux petites questions peut-être qui sont en train d'être tapées. On va attendre deux petites secondes. Voilà. Alors, quelles seraient pour toi les 2-3 solutions les plus intéressantes à mettre en place à Bruxelles dans ce domaine? Voilà, et on en terminera avec ça. C'est une bonne question. Je pense que toutes les dynamiques qui sont déjà mises en place par le Good Food Project sont déjà vraiment intéressantes. On peut penser à plein de lieux comme la ferme du Champ des Cailles, des choses comme ça. Il existe beaucoup de choses. L'écosystème à Bruxelles est extrêmement intéressant. Après, moi je suis architecte de formation, la logistique me passionne, et j'ai hâte de trouver d'autres, d'en découvrir encore plus. Mais c'est vrai qu'en termes de logistique, j'ai fait des tests. Mais voilà, je pense que je peux pas vous dire la voie fluviale sera ce qu'il y a de mieux, la voie routière sera certainement pas ce qu'il y a de mieux, mais voilà quoi, c'est des études de cas que je vous invite à découvrir et voilà. Merci beaucoup et voilà, on te remercie pour ce bel exemple de questions environnementales complexes. Merci beaucoup, Clarisse. Et avant de donner la parole à Alice Berten qui va nous présenter le dernier travail de cette édition 2020 des ERA Awards, je donne la parole au deuxième partenaire de ce prix qui est le magasin d'ici, qui est représenté par Franck Mesdag. Donc Franck, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous êtes le fondateur et gérant de ce magasin. C'est une nouvelle enseigne alimentaire qui propose uniquement des produits locaux. On y revient, évidemment. Il y a actuellement un magasin unique à Nanning qui collabore avec 200 producteurs et artisans locaux qui viennent régulièrement d'ailleurs sur place présenter leurs produits, être aussi en contact avec les consommateurs puisque ça fait partie évidemment de la philosophie de ce magasin. C'est de mettre producteurs et consommateurs en lien. Alors Franck Mesdag, bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que c'est important de revoir la manière de produire, de distribuer et de consommer notre alimentation aujourd'hui? Clarisse vient d'en parler. L'alimentation traverse nos vies à travers de multiples directions. Enfin, ici, on a surtout parlé à l'occasion de son mémoire des conséquences, notamment environnementales, du transport des aliments, et on a pris l'exemple de la tomate. Mais je pense que l'alimentation traverse nos vies. Je vais prendre en disant que l'alimentation permet de couvrir nos besoins physiologiques et de donner de l'énergie. Elle a des impacts au niveau santé, elle a des impacts au niveau mobilité. Enfin, les directions sont vraiment multiples. Et je pense que c'est important d'en prendre conscience de la place de cette alimentation dans nos vies. Dimension économique aussi, autant au niveau production que commercialisation, ça représente beaucoup d'emplois. Et des emplois qui sont parfois importants. On l'a vu pendant le Covid où si on n'a plus à manger, c'est un petit peu embêtant quand même. Et que par ailleurs, contrairement au climat qui est un peu une résultante d'une série d'actions et qui va mettre du temps à produire des impacts, l'alimentation, elle peut transformer nos sociétés très rapidement. Elle peut avoir, les changements alimentaires peuvent avoir des conséquences à très très court terme. Pour peu qu'on en prenne conscience, et on a tous des leviers là-dessus. Et donc, je trouve par rapport à ça, c'est un formidable levier de transformation de nos sociétés, et c'est une matière passionnante. Donc voilà, je pense pourquoi il est important de se poser la question chaque fois qu'on met un produit dans un chariot d'un magasin, de savoir quels gestes on pose finalement et quelles conséquences il a. Oui, c'est vrai, merci de nous le rappeler. Merci beaucoup Franck Mesdag, merci Clarisse.
On va accueillir à présent Alice Berten. C'est à toi que revient l'honneur de clôturer cette session et notre édition 2020. Bonjour Alice. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, tu as présenté un mémoire en architecture et ingénierie civile à l'école polytechnique de Bruxelles de l'ULB et il s'intitule Building Integrated Greenhouses, Exploring Feasibility Planning and Policy Responses for Urban Climate Change in Brussels. Bon, tu vas nous expliquer tout ça un petit peu mieux. Ton promoteur, c'est Ahmed Khan, qui est professeur à l'école polytechnique de Bruxelles à l'ULB. Alice, c'est à toi pendant 3 minutes et puis on se retrouve juste après. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, aux Bruxellois présents qui passent des heures bloqués dans les bouchons, vous devez savoir que c'est en partie lié aux carottes de votre souper. En effet, la population urbaine est en constante augmentation depuis des décennies et elle ne ralentit pas. La ville, malheureusement non extensible à volonté, rencontre de plus en plus de soucis, dont celui de l'approvisionnement en nourriture. Actuellement, le système alimentaire marche sur la tête, faisant venir des produits de l'autre bout de la terre à n'importe quelle saison, créant de la pollution, des bouchons, des déchets et un éloignement progressif physique, certes, mais aussi psychologique avec notre nourriture. Pour remédier à ce problème, j'ai décidé d'étudier un espace très souvent vacant et disponible en région urbaine, les toits. Alors sur ces toits, on placerait des serres couplant certains flux avec le bâtiment en dessous, comme celui de la chaleur pour refroidir ou réchauffer les espaces de vie, celui d'eau de pluie pour l'arrosage et les sanitaires, le compost produit par les citadins et le flux de CO2 que nous rejetons qui peut aider à la croissance des plantes. L'avantage de ces serres intégrées, c'est qu'elles sont complémentaires au bâtiment. Donc, elles s'appuient sur leurs faiblesses pour augmenter l'efficacité de la production alimentaire et ainsi le métabolisme du bâtiment plus serre tend vers une autonomie de régulation dans un système win-win. Dans mon mémoire, j'ai d'abord analysé les différents types d'agriculture urbaine, puis l'implémentation des serres intégrées et le couplage des flux. Et pour analyser la faisabilité à Bruxelles, j'ai étudié les lois d'urbanisme, puis avec le programme SIG, j'ai recensé les toits disponibles pour finir avec 3 cas d'études précis dans 3 fonctions de bâtiments différents. Malheureusement, je dois vous dire qu'en conclusion, les serres sur les toits ne sont pas la solution à l'autonomie alimentaire. En théorie, il y a de l'espace et le potentiel est loin d'être négligeable, mais l'installation des serres alimentaires dans le parc immobilier actuel est techniquement complexe et demande de grands investissements qui mettent longtemps à devenir profitables. En revanche, si une loi proposait d'adjoindre une serre au nouveau bâtiment en construction, les bénéfices seraient nombreux. Par sa typologie interstitielle, l'agriculture urbaine impose une agriculture respectueuse de l'environnement, sans intrants pétrochimiques ni tracteurs. Et bien sûr, ce type d'agriculture demande plus de main-d'œuvre, mais c'est aussi l'un des défis de l'agriculture urbaine que de créer des emplois non délocalisables. Pour pouvoir consommer des fruits et des légumes frais qui ne connaîtront jamais les cales réfrigérées des avions ou des bateaux. La ville ne saura jamais se passer de ces fermes périurbaines, c'est certain, mais néanmoins, l'agriculture urbaine, par sa proximité, offre aux habitants une réalité qui avait fui la ville il y a quelques décennies. Elle est claire, elle éduque et elle améliore la qualité de vie. Donc, à mon sens, réapprendre à se nourrir, c'est un enjeu vraiment crucial pour notre avenir. Pardon, ça a pris un petit peu de temps. Voilà, me revoici. Merci beaucoup Alice. Alors, j'imagine que Thierry n'est pas avec nous et donc je vais relayer l'avis du jury en Sustainable Food Systems, le jury qui a souligné l'approche très bien construite et appliquée à 3 cas différents, le privé, le public et les particuliers. Il a particulièrement apprécié l'analyse très réaliste et nuancée de l'agriculture urbaine, tel le fait d'y avoir intégré les dimensions urbanistiques et sociales. Alors, on peut évidemment retrouver ton mémoire. Alors, à travers ce projet que tu développes, d'abord, je salue les petits dessins, hein, ils sont de toi? Ah non, pas, les dessins que j'ai mis là, c'est Lux Keuten. Ah voilà, je me disais, on était entre Lux Keuten et Vincent Calbo. Voilà. C'est ça. Ok, ça va. Dans le projet que tu imagines, on pourrait nourrir avec ces serres urbaines, l'agriculture urbaine, quel pourcentage de la population ou quelle quantité de nourriture pourrait être produite dans une ville comme Bruxelles? Bien, avec les serres sur les toits, donc mon étude avec tous les toits disponibles, si on utilisait vraiment tous ceux qui sont là actuellement, avec un certain type d'agriculture urbaine, on pourrait, ce sont des chiffres théoriques, hein,
aller jusqu'à 25-30%. Mais c'est pas du tout réalisable parce qu'en vérité, il y a des toits qui sont pas accessibles, il y a des toits qui ont une géométrie trop complexe pour y installer des serres. Il y a beaucoup de toits où c'est la portance qui est un problème. Donc ça, c'est possible de changer, mais ça coûte de l'argent. Et malheureusement, je pense que les investisseurs, ça les intéresse pas trop d'avoir des projets qui coûtent aussi cher et qui sont surtout bénéfiques pour le social, pour l'éducation, pour l'alimentaire aussi. Mais je pense que ça va être difficile de les convaincre. Et donc c'est pour ça que moi, dans mon projet, c'est vers surtout les lois d'urbanisme que je me tourne, parce que si on pouvait changer, il y a déjà des lois qui changent pour mettre des toits verts, par exemple. Solution qui est assez intéressante, mais pour moi, je pense qu'on pourrait pousser l'affaire encore un peu plus loin. Au lieu de mettre juste des toits verts, mettre des toits qui deviennent productifs alimentairement. Et donc voilà, mais donc ce chiffre, il est vraiment à revoir à la baisse. Néanmoins, le projet Good Food, donc c'est le projet pour rendre Bruxelles plus résilient en nourriture, lui a un objectif de 30% aussi, avec contenu tous les types d'agriculture urbaine, quoi. Et ça, je pense que c'est réalisable. Ouais, tu parles de nouvelles lois avec les toits verts, c'est sûr. Je pense qu'on est nombreux à y avoir été confrontés. Ça veut dire que, à tes yeux, il faudrait obliger les particuliers à cultiver sur leur toit? Peut-être pas les particuliers, parce que les particuliers, surtout à Bruxelles, où les bâtiments sont souvent en copropriété, ça va être difficile d'obliger les gens à en prendre soin. Mais s'il y avait des partenariats avec des gens qui développent l'agriculture urbaine sur des toits plutôt du genre plus commerciaux, d'une certaine taille déjà, c'est vraiment au niveau isolation, au niveau chauffage, au niveau récupération de l'eau et CO2. Donc ça, je disais, c'est dans les bâtiments publics, surtout, on respire beaucoup la journée. C'est hyper intéressant de rejeter ce CO2 dans les serres qui vont faire pousser les légumes plus vite et donc augmenter la production. Et donc là, vraiment, il y a une synergie entre les deux, entre la serre et le bâtiment, qui est vraiment intéressante et qui a développé, quoi. Mais bien sûr, je pense qu'il faut promouvoir l'agriculture sur les toits pour les particuliers, parce que je pense sincèrement que c'est très important que les gens réapprennent à se nourrir, à voir comment une carotte pousse, pour se rendre compte du temps et de l'énergie que ça prend, et d'y mettre enfin la valeur que ça a, quoi. Bah, je pense que la tendance va dans ce sens-là en ce moment, et que justement ce confinement a aussi contribué à ce que plein de particuliers s'y mettent. Mais est-ce que tu as parlé de ce projet de serre sur les toits des nouveaux bâtiments bruxellois à des décideurs politiques, par exemple? Non, j'ai pas parlé à des décideurs politiques, j'ai parlé avec certains employés du projet Good Food, mais j'ai parlé avec Steven Beckers, qui est l'architecte qui a mis les serres sur les toits de l'abattoir, et qui, lui, m'expliquait que c'était assez compliqué de convaincre les gens de l'utilité que ça avait. Mais néanmoins, je pense vraiment qu'il y a du potentiel derrière, quoi. Alors, Anne Verschuur nous demande, les dessins de Scheuten sont exemplaires, mais imaginaires. Alors, comment réaliser cette vision? Bon, il y en a d'autres qui le font, hein, je citais Vincent Calbeau tout à l'heure. Il propose aussi ce type d'agriculture urbaine sur des bâtiments. Ouais. Lux Scheuten, c'est plutôt un rêveur qu'un architecte qui fait beaucoup de projets concrets. Enfin, il en fait, hein, mais c'est surtout un rêveur, il se revendique rêveur. Et alors, il dit qu'en fait, il fait ça aussi, c'est pour nous comment dire, nous donner un rêve à suivre. Et donc, moi, c'est vrai que ça m'inspire beaucoup ce qu'il fait, parce que pour le moment, on voit un futur qui est assez sombre devant nous. Et en fait, moi, je pense que, en accord avec Lux Scheuten, si on misait sur les bons choix, on pourrait avoir un futur incroyable, vraiment, qui soit encore plus agréable qu'aujourd'hui. Et enfin, c'est de l'inspiration, quoi. C'est quelque chose à tendre, vers lequel tendre, mais en effet, pour le moment, ces projets avec les façades flexibles et tout ça ne sont pas vraiment réalisables avec les outils qu'on a aujourd'hui. Mais c'est un rêve. Mais c'est bien de se projeter aussi. Est-ce qu'on peut imaginer une activité d'agriculture urbaine rentable sur ces toits? Rentable, à partir, donc dans mon mémoire, j'ai fait plusieurs cas,
Et alors, à partir d'un certain nombre de mètres carrés, ça devient intéressant. Ici, ce que j'ai utilisé, c'était 4000 mètres carrés de toit. Donc, c'est déjà des toits qui sont d'une grande taille. Et donc là, à partir de là, ça pourrait devenir rentable, quoi. Mais il faut des bonnes conditions. S'il faut refaire, comme je disais, des renforcements structurels, ça coûte assez cher. Donc, il faut trouver le bon toit pour que ça devienne rentable. Effectivement. Est-ce que toi, tu continues à travailler dans cette direction-là pour l'instant? Oui, tout à fait. Donc là, je viens de finir un master en agriculture urbaine que j'ai fait à Rouen. Et en août, je commence un stage dans la ferme flottante de Rotterdam. Formidable. Bon, merci, merci beaucoup Alice et bravo. Merci à vous pour vos questions. Alors on va, pour refermer ce webinaire, donner la parole au dernier partenaire de CETIRA Award en Sustainable Food Systems. Il s'agit de Leandro Galvan d'Alessandro. Si vous voulez bien me rejoindre, le mot de la fin sera pour vous. Vous êtes Product et Process Engineer chez Cosucra, qui est donc, comme je le disais, le troisième partenaire de CETIRA Award. Alors, Cosucra, bonjour Leandro. Bonjour Caroline. Cosucra produit des ingrédients alimentaires naturels pour l'industrie agroalimentaire à base de pois secs et de chicorée. Ce sont des végétaux cultivés localement et de façon traditionnelle. Et Cosucra accompagne ses clients à travers le monde depuis le développement du concept de leurs produits jusqu'à leur lancement sur le marché. Et l'ambition de votre entreprise, c'est d'améliorer la santé et le bien-être de tous grâce à une alimentation qui soit saine et équilibrée. Alors, pourquoi soutenir ce prix, Leandro? Et bon, aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire est face à un défi important. Nourrir l'humanité, mais autrement, durablement. Ce n'est pas un secret. Nos industries sont gourmandes en eau, énergie, produits chimiques, mais aussi en emballage. Et si l'on veut préserver la nature et le genre humain, ce modèle est à revoir profondément. Et cela implique un changement de paradigme nécessitant une conscientisation commune. Nous croyons qu'à l'avenir, des changements radicaux porteront davantage sur l'approvisionnement en matières premières, les procédés de transformation et le mode de distribution. Nous savons que c'est notre challenge le plus important. La durabilité, d'ailleurs, inscrite dans la mission de Cosucra. Et bien évidemment, nous y consacrons déjà beaucoup de réflexions, mais nous sommes persuadés que les idées les plus novatrices et rationnelles émergeront des jeunes générations, incarnées aujourd'hui par Clarisse et Alice. Et donc, pour répondre à votre question, Caroline, nous n'avons d'autre choix que de soutenir avec conviction les initiatives de la Fondation pour les générations futures, et en particulier les CETIRA Awards. Merci. Merci beaucoup, Leandro. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci aux primés pour ce projet plus qu'inspirant. Et merci à tous, que ce soit les primés, les promoteurs, présidents de jury, les partenaires, la formidable équipe de la Fondation des Générations Futures pour voilà, votre investissement. On a passé quelques semaines passionnantes, même à distance. Le confinement ne nous aura pas empêché de nous réunir en toute convivialité. Voilà, ça a été une très, très belle édition grâce à vous tous. Continuez à porter de beaux projets, portez-vous bien et à très bientôt. Bonne journée à tous. Et n'oubliez pas à lire le dernier message. Un grand merci, félicitations à Caroline, toute l'équipe de la Fondation pour la bonne préparation et l'animation de cette session. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant, une autre formule, mais qui quand même est bien animée et très intéressant. Merci. C'est formidable. Merci Anne Verschuren. Merci à tous.